bienvenue à cette journée culturelle. Le programme de cette journée va se présenter comme suite. Il y aura d'abord le discours d'introduction qui vous sera présenté par le directeur général, M. Sema Dissadia Keita. Ensuite, nous allons passer au démarrage proprement dit de ce qui nous réunit ici. Il s'agit de la conférence qui va vous être présentée par M. Diala Konaté. Avant de lui donner la parole, bien sûr, pour vous présenter l'invité, il y aura M. Sitoko qui vous fera une présentation de sa personne pour que vous puissiez prendre contact un peu avec celui qui va vous présenter l'animation aujourd'hui. Ensuite, la parole vous sera donnée pour vos réactions et questions. Je vous remercie. Donc, sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. le Général pour son discours d'introduction. Merci. La rive droite de Bamako. Monsieur le représentant du Cap de Kalabankoa, Monsieur les représentants de la FIDES Mali, Monsieur les représentants de l'administration scolaire des établissements, Monsieur les membres de l'administration du groupe scolaire Oumarba, Messieurs les enseignants du groupe scolaire Oumarba, Messieurs les parents d'élèves, Messieurs les représentants des élèves du lycée Oumarba, honorables invités, bonjour. La direction du groupe Oumarba me charge de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence inaugurale de ces activités culturelles dont le thème est l'éducation au XXIe siècle, comment faire bénéficier les jeunes du Mali. Pour l'animer, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand Africain, un patriote convaincu, un militant acharné pour les combats justes, combats qui sont en relation avec la dignité et l'élévation des peuples. Un homme d'expérience, un homme de culture, un homme de science. J'ai nommé le professeur Diala Konaté chevalier de l'ordre national du Mali, suivant le décret numéro 0910 du 14 janvier 2009. Notre invité de ce matin est aussi un homme politique. Monsieur Konaté est le président de la coalition des patriotes maliens, CPM. Ce rassemblement a d'abord fonctionné comme une association avant d'avoir son récépissé comme parti politique. Leur ambition est de travailler dans la durée avec les hommes et les femmes de ce pays pour l'émergence d'une autre culture plus efficace dans la gestion des affaires publiques. Par conséquent, les échéances électorales de 2011-2012 ne semblent pas être un objectif recherché a priori pour eux. Il est dans ce parti avec son excellence Issa Diaye, ancien ministre de l'Éducation, qui occupe la place de secrétaire à la démocratie et à l'audit interne. Aujourd'hui, nous allons échanger plutôt avec l'homme de culture, avec l'homme de sciences, ou tout simplement avec l'enseignant. J'avoue très sincèrement que ce lundi 19 mars 2012 marquera un tournant significatif dans notre perception culturelle de notre mission d'éducateur. Pour raccourcir son parcours,
Nous allons rappeler que M. Diallo et M. Dialla Konaté a fait de brillantes études en France et aux États-Unis d'Amérique. Il est détenteur d'un doctorat en mathématiques et enseigne présentement dans une prestigieuse université de Virginie aux États-Unis d'Amérique. Il est consultant et à ce titre a fait plusieurs études socio-économiques et économétriques à la demande de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'ailleurs. Dans sa communication, nous les sollicitons de compléter au besoin cette modeste présentation de son parcours par des éléments qui permettront une meilleure compréhension de son exposé. Sans tarder, je m'en vais donner la parole au professeur afin qu'il nous éclaire de sa vision de l'éducation dans un monde en perpétuel changement. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec le développement des multimédias et des télécommunications, la société a connu un bouleversement total dans son fonctionnement. Les TIC ont impacté notre manière de communiquer, de travailler, de voyager, de faire des achats ou tout simplement de vivre. Sur Internet, on peut avoir jusqu'à 800 milliards de documents ou d'informations disponibles qui ne sauraient être contenus dans aucune bibliothèque du monde. Est-il encore possible que l'école puisse fonctionner en marge de cette révolution technologique? Le professeur Konaté nous expliquera comment l'élève malien, l'étudiant malien, ou tout simplement le jeune malien, dans le contexte que nous connaissons tous, pour être profit de ce nouvel environnement qui nous est offert. En terminant cette adoption d'introduction, je rappelle cette citation de Saint-Exupéry qui disait, je cite, « L'impossible recule toujours quand on marche vers lui. » Souhaitons vivement que le professeur nous aide ce matin à faire reculer les frontières de l'ignorance. Tous nos remerciements à tous nos invités pour avoir fait le déplacement. Je remercie sincèrement le professeur pour avoir accepté de se prêter à cet exercice et sans aucune condition. Je souhaite à chacun et à tous une bonne conférence. La séance est ouverte. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au conférencier. Merci. Remercier et saluer l'assistance, en commençant par les autorités, parce que... Allô? Oui, bon. Alors, parce que la tradition dans notre pays... Je suis un enseignant, je parle mieux debout. Je passe le plus clair de mon temps dans l'enseignement et à être debout. Alors, la tradition de notre pays, c'est que quand on rencontre des gens, on les salue et nous commençons par saluer ceux qui sont devant nous, ce sont les autorités. Et nous sommes dans le milieu éducatif, nous commençons par saluer les représentants de l'académie qui représentent l'autorité politique et administrative de notre pays. Nous saluons les chefs d'établissement. Nous saluons bien entendu ceux qui nous font l'honneur ce matin de nous recevoir, de nous héberger ici. Le directeur, le président, directeur général du groupe scolaire Oumarba et tout son personnel. Et bien entendu, ceux sans lesquels l'école n'a pas de sens, c'est-à-dire les élèves qui sont ici. Alors, quand des enseignants se rencontrent, bien entendu, nous parlons d'enseignement. Parler d'enseignement, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler des milieux qui, au jour d'aujourd'hui, se doit d'être performant. Il est très difficile
de dire mieux que ce que le directeur Oumarba vient de dire, le directeur du groupe Oumarba, le docteur Keïta vient de dire. L'ensemble de tout ce qu'il a dit pour motiver est très important. Et notre rôle à nous, enseignants, très modestement, il a eu l'avantage de me désigner comme récipiendaire d'une médaille nationale au titre de chevalier d'or, ce qui est exact. Effectivement, je suis enseignant de mathématiques, mais ce que je voudrais vous dire, le savoir n'est pas au-dessus de vous. Moi, j'ai fait des études très loin, mais j'ai commencé à enseigner à l'université en France, j'avais 22 ans. Les étudiants étaient plus jeunes. J'ai donné mon premier cours de la recherche. Aujourd'hui, depuis l'année 2001, je suis classé par le gouvernement fédéral américain comme professeur et chercheur de classe exceptionnelle. Et en plus, vous savez, ce n'est pas facile de parler de moi. Rarement je parle de moi, mais quand je suis devant vous, comme le dit Victor Hugo, quand je vous parle de moi, en fait, je vous parle de vous. Ne soyez pas effrayés, le savoir est accessible. Ceux qui ont accès, il y a un grand livre qu'on appelle le World, qui présente ce qu'on appelle les plus grands scientifiques les plus influents et qui sont vivants. Depuis 2003, je suis dans ce grand livre. Alors, cela veut dire quoi? Je suis né dans le même pays que tous. Et même mieux, je suis né dans le même endroit que le docteur Keïta, que Diala Sissoko, que vos responsables qui sont ici. Nous avons respiré le même air. Nous avons bu la même eau. Vous avez le devoir et l'obligation de faire la même chose. Et notre rôle, c'est de vous y encourager. Alors, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est de vous présenter la science du XXIe siècle. Nous ne devons pas, nous, enseignants, vous instruire selon les méthodes du XXe siècle ou du XIXe siècle. Le monde se déplace. C'est un signe, c'est un symptôme. Ne faites pas et ne dites pas « Ah, c'est Dieu ». Ce n'est pas, l'hypothèse de Dieu n'est pas nécessaire. C'est un problème grave. C'est-à-dire c'est le désert qui avance. Regardez le fleuve Niger. Quand moi j'étais jeune, l'eau arrivait en hivernal, l'eau arrivait là où il y a le bureau du Premier ministre. Demandez aux anciens et vous le diront. Alors, aujourd'hui, on ne sent même pas, je suis passé tout à l'heure, hier encore, au-dessus du pont, le fleuve est pratiquement sec, je n'avais jamais vu le fleuve à ce niveau. Est-ce que dans 20 ans, nous allons avoir de l'eau pour boire? C'est un problème. Et ça, ce sont les problèmes que vous avez. Nous sommes dans le même monde. J'enseigne aux États-Unis, le problème des Américains, c'est d'aller sur Mars. Le problème des Américains, c'est de contrôler psychologiquement. Le problème des Américains, c'est de faire des avions sans pilote capables d'aller bombarder à des milliers de kilomètres et de revenir. Vous, votre problème, c'est de manger à votre faim. C'est de pouvoir boire de l'eau et se laver simplement. Les maladies que nous avons dans notre pays, à 90% sont des maladies hygiéniques. Parce que ça veut dire que la plupart d'entre nous n'ont pas de l'eau pour se laver les mains. Si nous avons l'hygiène aujourd'hui, 90% des maladies que nous avons disparaissent. Donc le problème qui se pose à nous, c'est d'avoir l'accès au savoir. Et le savoir aujourd'hui, il est technologique. Ça veut dire quoi? Nous sommes de la même racine que les singes et les chimpanzés. Nous nous sommes séparés des singes il y a à peu près 15 millions d'années.
Comment? Notre communauté avec les singes vivent en communauté comme nous. Mais les singes ne savent pas collaborer. Les chimpanzés savent collaborer. C'est la différence entre les chiens et les chimpanzés sur le plan social. Mais nous nous sommes séparés des chimpanzés depuis 6 millions d'années parce que l'homme sait collaborer avec des gens qu'il ne connaît pas. Un chimpanzé ne collaborera jamais avec un autre chimpanzé qu'il ne connaît pas. L'homme sait se joindre à d'autres pour faire une maison, pour faire des villes, pour aménager, pour travailler ensemble. Ça, c'est la force. Et ça, c'est ce qui fait que l'être humain est humain. Mais nous devons être plus objectifs que ça. Plus l'homme évolue, et j'ai évolué dans ces différentes sociétés humaines, plus les hommes deviennent des hommes du siècle dans lequel ils vivent, mieux ils maîtrisent la technique et le savoir du moment, et plus ils collaborent et ils acceptent les conditions de cette collaboration. Nous les Africains, nous sommes égoïstes. Nous sommes méchants. Nous ne sommes pas des hommes au sens où nous le définissons sociologiquement. Tant que nous serons méchants et mauvais à l'endroit des uns et des autres, nous n'évoluerons pas. Nous resterons entre les singes et les hommes. Je vis aux États-Unis depuis bien longtemps, j'enseigne. Nous avons des réunions, nous avons des élections. Les gens peuvent être en désaccord. À un moment donné, on dit nous sommes d'accord. Celui qu'on a choisi, c'est le meilleur entre nous. On le suit. Et le jour où il n'arrive plus, lui-même il dit honnêtement, j'ai atteint mes limites. Je passe le flambeau à un autre. Et c'est encore la différence entre nous et ces pays. Quand un Africain sait quelque chose, il le cache. Quand un Blanc sait quelque chose, il le met partout. Et c'est ça l'avantage aujourd'hui d'avoir Internet. Mes enfants connaissent infiniment plus de choses que moi. Je vous le jure. Parce qu'ils correspondent à cette méthode. Ils sont nés dans ces sociétés où le savoir, c'est ce qui fait l'être humain. Et le savoir, on le partage. Chacun en fait ce qu'il peut et ce qu'il doit pour contribuer au développement de la société et contribuer au développement de sa propre personne. Donc quand on sait, on en profite pour dominer les autres, pour se cacher, pour voler et pour être inutile. Tous les pays, la faune depuis 20 ans. Quand on fait des études jusqu'à la 3e année primaire, chaque année supplémentaire, quand on travaille dans le monde agricole, on sait accroître sa productivité de 3 à 4% par an. C'est vrai partout sauf en Afrique. L'Afrique est le seul endroit du monde où plus on sait, plus on est négatif et plus on est vicieux et plus on est dangereux pour la société elle-même. Si vous êtes comme ça, il n'y aura pas de Mali dans 30 ans, dans 50 ans. Vos petits-enfants ne connaîtront pas de vie. Nous avons le pouvoir en face de vous. Quand l'homme a commencé la lominisation, quand on s'est séparé des frères, l'homme n'avait qu'environ 7 outils à sa disposition. Et chaque fois que nous avions des problèmes, l'homme a inventé les solutions. Et les solutions, c'était d'avoir des techniques. On vivait de cueillette, de chasse. Pour atteindre des fruits de plus en plus haut, on a fabriqué avec des bâtons des outils pour pouvoir cueillir des fruits. On a fabriqué des lances pour pouvoir tuer des animaux. C'était ce qui se posait à eux. Et les hommes ont vécu pendant plus de milliers d'années avec les mêmes outils. Et les outils les plus perfectionnés aujourd'hui sont, comme les abeilles, l'avion. Et chacun d'entre vous a quelque chose dans la poche, un téléphone portable. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer la somme d'intelligence et de compétences qu'il y a dans un téléphone portable. Imaginez, réfléchissez un tout petit peu. Je le disais l'autre jour, vous tapez sur un petit point, on est une centaine dans la salle.
Je veux appeler un d'entre vous, je tape des numéros, et c'est cette personne que ça va attraper sur 7 milliards d'hommes sur Terre. Vous ne croyez pas que ça c'est un mystère? Et ça peut être utile, et c'est très important. On peut l'utiliser pour faire du commerce, on peut l'utiliser pour donner des nouvelles, on peut l'utiliser pour soigner des malades distants. Mais on peut l'utiliser aussi, malheureusement comme on le fait au Mali et en Afrique, pour dépenser de l'argent pour rien. Dépenser de l'argent pour bavarder. Nous faisons tout à l'envers. L'ordinateur, c'est le dernier des outils importants de l'humanité. Et c'est de la technologie. La technologie, ça veut dire quoi? Vos professeurs peuvent vous le dire mieux que moi. La technique, ce sont des ensembles de recettes que nous utilisons. La technologie, c'est lorsqu'on se met à réfléchir sur les outils qu'on utilise. C'est le grec techné qui veut dire les techniques, les règles, les méthodes. Et logos, c'est la réflexion, la pensée. Quand on réfléchit sur les méthodes qu'on utilise, on fait de la technologie. Donc, utiliser un ordinateur juste pour produire des documents et ne pas lui réfléchir et améliorer ses propres conditions, on ne fait pas de technologie. Et les jeunes, ce qu'on me dit, même quand ils ont accès à Internet, ils utilisent pour aller voir des films, de la musique. C'est bien. Mais si vous ne faites que ça, c'est mauvais. Ça, c'est notre devoir de vous dire et de vous l'apprendre. Mais encore faut-il que nous-mêmes, nous ayons des comportements acceptables et qui soient exemplaires. Donc maintenant, je vais venir au niveau de l'école avant de commencer à montrer des éléments dont nous allons discuter. La science d'aujourd'hui est transmise par l'école. Et l'école, c'est quoi? C'est un ensemble social, une communauté sociale, comprenant des élèves, des enseignants, un monde administratif. Nous voulons que ce monde soit performant. Pour qu'il le soit, il faut que chacun soit performant. C'est parce que nous ne respectons pas ces règles que nous avons tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays par rapport à l'éducation. Normalement, les enfants viennent pour apprendre à l'école. Et le premier jour où les enfants arrivent à l'école, on doit être capable de leur dire: tu arrives aujourd'hui, voilà ce que tu es venu faire. Voilà ce que tu as le droit de faire. Voilà ce que tu es autorisé à faire. Voilà ce qui est obligatoire pour toi de faire. On appelle ça un contrat. Vous entrez dans une communauté sans contrat. Quand vous arrivez quelque part, vous devez savoir qu'il y a des règles et des méthodes. Vous allez être éduqués, les représentants de notre pays, par rapport à vos propres familles, mais par rapport au monde extérieur. Si vous n'apprenez pas à vous habiller, vous sortez dehors, vous voyez des jeunes dont le pantalon tombe les fesses. Et vous croyez que ça, ce n'est pas comme ça qu'on construit le monde. Vous allez impressionner qui? En Amérique, ce sont des voyous qui s'habillent comme ça. Et vous, les meilleurs de notre société, vous habillez comme des voyous américains. Parce que Parce que le monde n'est pas nécessairement ce que vous croyez. Le monde a une réalité. Moi, mes étudiants aux États-Unis, la plupart de mes devoirs, ils le font à la maison. Ils le font sous le code de l'honneur. Je leur donne un droit, vous n'avez pas le droit de consulter des documents, et je vous dis, vous avez un devoir à faire en 2 heures, il le faut en 2 heures. Je vois la différence entre un devoir fait par un élève. Je vois la différence entre un devoir fait par un élève et un devoir fait en confiant à quelqu'un d'autre. Mais ici, lorsque nous donnons, même à l'examen, c'est les parents eux-mêmes qui vont chercher des gens en les payant pour qu'ils fassent les devoirs des enfants. Qui trompe qui?
Et après, ce sont ces enfants qui vont devenir des juges pour vous juger. Alors qu'ils ne connaissent pas la loi. Et ce sont ces jeunes qui ne sont même pas allés en classe qui vont devenir des médecins pour vous ouvrir le ventre. Mais nous nous trompons. Mais le problème, c'est qui trompe qui, nous nous trompons nous-mêmes. Alors, c'est pour tout cela que nous avons le pouvoir de vous dire et de vous parler. Mais il faut savoir que chaque chose a un coût, ce qu'on peut allumer. Quand vous allez aux États-Unis, vous allez sur le site même de n'importe quel établissement, la première chose que vous allez voir, c'est ce qu'on appelle la vision et la mission de l'établissement. Au départ, donc, nous allons définir très rapidement un contrat en disant à un étudiant qui arrive que cette école, il y a une vision, il y a une mission. Et nous avons des règles. On ne peut pas vivre dans une communauté sans règles. On fixe un certain nombre. Par exemple, j'en ai mis certaines. Article 1. Je m'engage à respecter les enseignants et le personnel de l'établissement. Ça semble simple, hein? Mais combien parmi nos étudiants pensent à faire ça et à le respecter? Vous peut-être ici, parce que vos enseignants en prennent soin. Regardez l'école publique, regardez l'université publique. Ils insultent leurs enseignants à longueur de journée. Il paraît qu'ils les servent même leur corps. Alors, ensuite, je m'engage à respecter les autres élèves. C'est très important. Dans la cour, vous voyez des enfants qui s'insultent. On insulte le plus faible. Les garçons agressent les filles. Ceci n'est pas. Il ne doit pas se faire dans une école. Alors, je m'engage à ne porter aucune atteinte aux règles générales et particulières, ainsi de suite, ainsi de suite. Ceci vous montre simplement, en termes simples, un certain nombre d'éléments que nous pouvons, de commun accord, sur lesquels nous pouvons convenir et qui peuvent nous permettre. Justement. Bon. Alors, un certain nombre de règles simples que je vais demander à l'école, que désormais vous devez respecter. Chacun d'entre vous va recevoir un document qui est le contrat qui va nous lier à l'environnement. Les règles simples. Ce que vous devez respecter, ce que vous devez faire et ce qui n'est pas autorisé. Chacun d'entre vous devra le signer à 2 exemplaires. Mettez un exemplaire à l'établissement, gardez un exemplaire qui devra lire à longueur de journée et être d'accord avec. Mais ce n'est pas tout. Il y a vos parents. Les parents, beaucoup de parents d'élèves pensent qu'il suffit de mettre son enfant à l'école, de lui payer ce qu'il faut, et ça suffit. Cela n'est pas exact. Nous avons un parent d'élève qui ne respecte pas un certain nombre de règles, ne peut pas permettre à ce que l'école ait des résultats performants. Il ne s'agit pas seulement de payer de l'argent. Il ne s'agit pas seulement de donner une mobilette à son enfant ou de lui donner une voiture. Il s'agit d'encadrer son enfant. Je prends des exemples. Voici un modèle de contrat pour les parents, que les parents s'engagent à respecter le jour où ils commencent à venir les enfants à l'école. Je donne quelques exemples. Le parent modèle, c'est veiller à ce que mon enfant se couche à l'heure. Ça a l'air élémentaire, hein? Mais combien de parents veillent à ce qu'un enfant se couche à l'heure? Pour un enfant de premier cycle, il faut de coucher, ça c'est déjà. Veiller sur les fréquentations de ses enfants. Combien de parents aujourd'hui veillent à connaître individuellement les autres enfants que ces enfants fréquentent? C'est important. Sinon vous serez surpris un jour de savoir que votre enfant se drogue, qu'il fume, qu'il boit. Ce n'est pas sa tâche. Vous allez dire, mais Nicaragua, comment c'est arrivé? C'est arrivé parce que les parents n'ont pas rempli leur rôle. Alors, éloigner son enfant des émissions de la télévision. Qui ici ne suit pas les séries bizarres qui passent à la télévision? Il est important. Tout ce qui passe à la télévision, surtout à la télévision en Afrique, n'est pas à regarder. Mais je vous assure que ces films américains que j'ai vus passer ici à la télévision publique malienne ne passeront jamais sur une chaîne publique aux États-Unis. Ni même sur une chaîne visible par tout le monde. Avant qu'ils commencent, vous voyez déjà le sang, la violence. Vous ne verrez jamais ça sur une chaîne publique aux États-Unis. Ce n'est pas vrai. On nous donne une idée du monde qui n'est pas réelle.
Et parce que c'est ça qui nous plaît, la violence, les sangs inutiles. L'année dernière, j'étais là, j'ai vu une série, on va dire que c'était une série ivoirienne. Le début seulement, on voyait un militaire frapper sa femme, lui serrer le corps, jeter par terre, lui donner des coups de pied. Comment peut-on montrer ça à des enfants, que ces enfants respectent leur mère, leur femme, leur soeur? C'est impossible. C'est pas comme ça que nous. Donc, les parents doivent savoir qu'ils ont des règles. Alors, chaque jour, les parents doivent vérifier qu'ils ont un cahier de correspondance, doivent vérifier si l'école leur a demandé quelque chose à faire. Ils doivent vérifier tout ça. Alors, voilà un certain nombre, je ne vais pas lire toutes les règles, mais ça, c'est des choses qu'avec les enseignants, que les enseignants peuvent décider. Il y a des règles générales à travers le monde, il y a des règles particulières qui s'appliquent au Mali, des règles particulières qui peuvent s'appliquer au groupe scolaire ou Barba, qui a obligation de faire, et dès le premier jour de donner copie aux parents. Les parents doivent signer, remettre une copie et garder une copie. Savoir, et ils s'engagent à remplir leur rôle de parents d'élèves à l'endroit de l'école. S'ils ne le font pas, les résultats ne seront jamais performants. Les enfants doivent s'engager à respecter un contrat. Les parents aussi. Et le rôle des enseignants et de l'école, nous allons préciser ça tout à l'heure. C'est d'autres points que nous allons, dont je vais parler tout de suite. Alors, nous allons très rapidement également introduire ça et après, ce qui m'intéresserait, c'est de recueillir vos suggestions et vos questions. Au XXIe siècle, l'enseignement doit être un enseignement d'excellence et de performance. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas au XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité? L'efficacité au départ, c'est avec les moyens qu'on a, atteindre des objectifs donnés. C'est se fixer des objectifs et être capable d'atteindre ces objectifs. Et on devient efficient si on sait les atteindre avec les moyens dont on dispose et dans le temps minimum nécessaire. C'est ça l'efficience. Et nous voulons un système qui fasse de vous des gens efficients dans la vie. Et comment on va faire pour atteindre ces résultats? D'abord, comme je l'ai dit, nous voulons que l'établissement qui est ici et les autres établissements, et nous voulons que tous les établissements du Mali deviennent des établissements qui donnent une éducation performante. Pour le faire, il faut ce que j'ai expliqué tout à l'heure. On ne peut atteindre des objectifs que si tous les partenaires s'entendent là-dessus. Et les partenaires doivent s'entendre sur ce qu'on appelle des contrats de performance. Tout à l'heure, il est simple et facile de trouver quel est le contrat de performance à imposer aux élèves. C'est simple. On a vu tout à l'heure, on peut même les mettre quelques règles à une part. C'est facile de trouver les règles à imposer aux parents. On peut trouver des règles à mettre sur une page. Mais le plus difficile, c'est quel est le contenu de l'éducation et que les enseignants doivent suivre pour être performants. Parce que comme on l'a dit, ceux qui font, qui sont en classe de terminale savent ce que je vais dire. Ils connaissent le nom du philosophe Heidegger. Heidegger a dit que enseigner est très difficile. C'est plus difficile qu'apprendre. Parce qu'apprendre, les étudiants viennent seulement pour apprendre. Alors que les enseignants viennent pour enseigner. Et enseigner, c'est apprendre à apprendre. Donc c'est deux fois, c'est au carré de l'apprentissage. Donc les enfants doivent savoir, quelle que soit la difficulté que vous avez, vos enseignants ont des difficultés encore plus grandes. Donc, on va, dans un environnement, on va faire des contrats de performance pour les enfants, pour les parents et pour l'administration et les enseignants. On va passer par ces contrats pour définir des objectifs. Les éléments de ceci, voici les éléments qui permettent à un établissement, les éléments de base, le cadre qui définit la performance. Au XXe siècle, vous ne pouvez pas. Le moindre établissement aux États-Unis, le moindre établissement maternel, le moindre établissement d'enseignement primaire fonctionne selon ces règles. On définit d'abord ce qu'on entend par le projet d'établissement. Il ne s'agit pas de venir le matin et dire nous allons à l'école. Mais on allons à l'école pour faire quoi? C'est ça qu'on appelle le projet d'établissement. Nous devons
définir ensemble ce que nous appelons le projet d'établissement. Et nous allons travailler. Il faut commencer à un moment donné. Au Mali, on n'a pas encore commencé. Mais nous allons le commencer ici, au Mali. On va définir ce que c'est qu'un projet d'établissement. Le projet d'établissement, on va donner les éléments tout à l'heure. Et ensuite, on va déterminer les paramètres de la qualité. Nous allons définir pour nous-mêmes, à Oumarba, qu'est-ce que ça veut dire un enseignement de qualité. Nous allons donner aux parents les critères, nous allons donner aux élèves les critères sur lesquels nous allons être jugés par avance. Nous allons dire par exemple, nous allons faire que chacun de nos enfants soit correctement habillé en venant à l'école. Nous allons faire que nos enfants ne soient pas en retard en venant à l'école. Nous allons faire que nos enfants soient respectueux des enseignants et de leurs élèves. Nous allons faire que les enfants soient respectueux de l'équipement de l'école et de leur propre matériel. Nous allons faire que les enfants soient respectueux de la personne humaine et qu'il n'y ait jamais plus de bagarre entre eux, qu'ils soient capables de résoudre les conflits. Si on arrive déjà à faire ça, croyez-moi, vous serez des hommes et des femmes formidables. Et ça, c'est notre objectif. Et alors, c'est ça, on va les déterminer. Parce que ça vient avant. Faire l'homme, ce qu'on appelle le développement humain, vient même avant l'apprentissage. On ne pourra pas, je le disais l'autre jour. Si vous savez, regardez le carreau qui est sous le sol, sous vos pieds. Si vous mettez des graines de riz ou de mil ici, ça fera 1000 ans, ça ne poussera pas. Parce que l'environnement n'est pas favorable. Si vous sortez une partie où il y a la terre dehors, vous faites un endroit, vous arrosez bien, vous mettez du fumier, vous plantez les mêmes graines là-bas, en 3 jours ça va pousser. Quelle est la différence? C'est la différence entre un milieu fertile et un milieu infertile. Pour que vous soyez de bon calme, il faut que vous soyez à vous-même un milieu fertile qui accepte l'excellence et la performance. Si vous ne le faites pas, nous perdons tous notre temps. Vos parents, vous-même, nous les éducateurs et notre pays. Malheureusement, c'est le chemin dans lequel notre pays s'est engagé. Comme l'a dit tout à l'heure je suis un éducateur, je suis un mathématicien, mais avant tout, je suis un citoyen malien. Quelle que puisse être ma renommée à l'étranger, quelle que puisse être l'aisance de ma vie à l'étranger, si mon pays n'est rien, moi-même, je finis par rien devenir. Et donc, pour développer le Mali, pour travailler, pour vous rendre, faire de vous des hommes et des femmes capables d'accepter une éducation de performance, c'est un problème qui dépasse l'éducation seulement. Mais nous ferons notre rôle. Pour faire que les Maliens soient bien soignés, c'est un problème qui dépasse les médecins seulement. Pour que les juges soient honnêtes, c'est un problème qui dépasse les juges seulement. Ce sont des problèmes de la société. Et c'est ce qu'on appelle des problèmes politiques. C'est pour cela que vous devez vous engager en politique. La politique, c'est quoi? C'est pas que je vais être président ou être ministre. Faire de la politique, c'est de